nous rejoindre au fur et à mesure. Tu m'entends bien? Ouais, très bien. Il n'y a pas trop de vent T'inquiète pas, s'il y a des problèmes de son, comme ça. il y a un petit peu de vent, mais s'il y a des problèmes de son, je te dirai, je vais te Ouais, tu me alerte. diras. Ouais, t'inquiète pas. Eh bien, écoute, bonjour Simon, bonjour à tout le monde. Les uns et les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. On va profiter de quelques minutes qu'on va avoir ensemble. On ne va pas perdre de temps. Je suis ravie, Simon, de te retrouver. Donc, Simon Bernard, qui est le président fondateur de Plastique Odyssée. On s'est rencontrés, je pense que tu ne te souviens pas de l'heure du pavillon, mais vous êtes croisés au Havre en 2016, quand on a fait l'événement et quand on s'est rencontrés. Tu sortais juste de l'école où tu n'avais pas encore ton diplôme, je ne sais plus exactement, mais il y avait déjà le projet de Plastique Odyssée et je t'avais fait intervenir dans le Positive Economy Forum, si je me souviens bien, avec Jacques Attali et depuis, on a suivi un peu l'évolution du projet et puis on s'est perdu un peu de vue et puis il y a quelques semaines, on s'est retrouvés juste avant le départ du bateau. Malheureusement, j'ai pas pu venir pour le démarrage à Monaco. J'espère pouvoir te rejoindre bientôt quelque part pour aller suivre sur place l'aventure. Mais en résumé, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et aujourd'hui en 5 minutes avant pour qu'on rentre vraiment dans la mission, ce qui se passe aujourd'hui et le premier mois de navigation et d'expérimentation? Il s'est passé pas mal de choses parce qu'on a commencé pendant les 2-3 premières années, on a lancé un petit projet. C'est-à-dire, on n'a pas de contact, on n'a pas d'argent, on connaît personne, donc il faut qu'on fasse notre preuve. On a construit un catamaran qui faisait 6 mètres avec très peu de moyens, des premiers partenaires, qui était c'était notre premier bateau ambassadeur. Donc, il y avait un système de recyclage à bord qui pour démontrer des petits systèmes de recyclage pour pouvoir les installer partout. Et donc, ce catamaran, on a fait un tour de France avec. Ça, c'était en 2018. Ça nous a permis de montrer de quoi on était capable techniquement, d'un point de vue des partenaires aussi. Et donc, derrière, on a trouvé des plus gros sponsors qui nous ont permis d'acheter un ancien bateau de recherche océanographique qui fait 40 mètres, sur lequel je suis en ce moment même. Et on a passé 3 ans à transformer ce bateau, à le refaire naviguer, parce qu'il était quand même pas loin d'arrêter sa carrière. Donc on a préféré recycler un vieux bateau plutôt que d'en construire un neuf. Et donc, on l'a transformé pour en faire un laboratoire du recyclage. Et il est parti début octobre, le 1er octobre, de Marseille pour 3 ans d'expédition en faisant, donc avec l'objectif de faire 30 escales dans les 30 pays les plus touchés par la pollution plastique. D'accord. Au départ, à l'origine, l'idée, c'était que le bateau fonctionne grâce au plastique recyclé. Est-ce que cette technologie, tu as pu la mettre en œuvre aussi à bord de ce bateau? Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment un démonstrateur. Donc, l'objectif même n'a jamais été juste de faire avancer un bateau avec du plastique, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais c'est plus d'embarquer sur le bateau des technologies pour convaincre d'autres de les répliquer dans les îles et éviter que le plastique arrive dans l'eau. Donc, le bateau, c'est un démonstrateur qui embarque plein de technologies. La pyrolyse du plastique qui permet de transformer le plastique en carburant, c'est une des technologies, mais ce n'est pas la seule. D'accord. Effectivement, elle est, je vais vous montrer en direct live. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en fait, donc Simon, avec Plastique Odyssée, est en escale à Alexandrie. Pour l'instant, il y a quelques difficultés d'autorisation à descendre, accéder au sol, mais ça, c'est un problème des autorités égyptiennes. Et donc là, on est en direct d'Alexandrie. C'est la deuxième escale après. Cette machine, ce container, c'est un gros container qui est à l'arrière du bateau, dans lequel on a un système qui transforme le plastique en carburant. D'accord. Là, on a notre dernier chargement de déchets du Liban, c'est notre dernière escale qu'on a amené. Donc, c'est vraiment l'idée de faire de la démonstration et de l'expérimentation. Donc, on n'a pas beaucoup de déchets, ça nous permet de faire nos expérimentations.
Donc ça, pour le plastique qu'on ne peut pas recycler, grâce à cette pyrolyse, donc la machine qui est là, on transforme ces déchets en carburant et on alimente ce moteur. Un groupe électrogène qui nous permet d'alimenter le bateau en énergie et surtout d'alimenter toutes les machines de recyclage qui se trouvent juste en dessous. D'accord, ok. Bonjour, messieurs. Alors, on a Patrice Le Bosco, chef d'équipage. Bonjour. Vous allez croiser pas mal de monde. On est une vingtaine à bord du bateau. Ok. Donc ça fait pas mal de monde. Alors là, toutes les machines, elles sont sous bâches, les bâches recyclées. Donc, on ne voit pas grand-chose, mais donc, toute cette zone-là, la zone qui est sous le pont supérieur, c'est l'atelier de recyclage. D'accord, donc, ok. on a des machines comme ça qu'on a développées. Donc, ça, c'est un broyeur à plastique, par exemple, qui nous permet de transformer les déchets. Alors, on a des déchets qui sont en attente de recyclage, on voit, qui ont été triés avant d'être broyés. Donc là, on va les broyer, c'est la première étape. Ensuite, les laver. Quels que soient les types de plastique, ou vous faites un tri sur les types de plastique avant? On fait un tri. Ouais. On fait un tri avant parce qu'on ne peut pas recycler tous les plastiques en même temps et donc il faut les séparer, les trier. Donc il y a un premier tri qui est fait et ensuite en fonction des types de plastique, on va choisir d'en faire. Nous, on cherche à transformer les déchets en produits finis. Donc à développer des systèmes qui transforment le plastique pour en faire par exemple des tuiles pour les toits des maisons, des pavés pour les trottoirs. Là, on a par exemple, je vais vous montrer une palette de transport qui a été fabriquée ici à bord du bateau à partir de déchets. Donc, pour remplacer par exemple le bois, éviter la déforestation et avoir des palettes qui durent plus longtemps, qui ne pourrissent pas, on peut utiliser des déchets pour fabriquer des planches. On peut voir là, c'est des planches en plastique recyclé, fabriquer des palettes, fabriquer du mobilier. Donc, vraiment, c'est des matériaux de construction. Là, on peut voir cette plaque qui a été, une plaque qui a été fabriquée aussi en plastique recyclé. Donc, l'idée, c'est de trouver des process les plus low-tech possibles pour transformer un déchet qui aujourd'hui n'a pas de valeur et en faire un produit qui va pouvoir se vendre, qui va répondre à un marché local et donc qui va permettre à des entrepreneurs de créer une entreprise rentable, un modèle économique viable, employer des gens sur place et donc donner finalement une valeur à ces déchets pour qu'ils soient ramassés. D'accord. Donc là, en fait, vous êtes parti le 1er octobre, si je ne me trompe pas, de Marseille, donc une escale à Monaco avec notamment le Prince Albert et puis également toute la fondation du Prince Albert, qui est une des plus grandes fondations en termes de recherche océanographique. Tu nous donnes le bilan, pardon, un petit peu, ou tes premières impressions après un mois de navigation et aussi l'expérience que vous avez vécue au Liban, puisque vous êtes arrêté à Beyrouth, si je ne me trompe pas. Tu m'entends bien? Tu m'entends? Alors, attends, j'ai juste un petit... Un peu de décalage. Est-ce que tu m'entends? Allô, allô? Ouais. Allô? Ouais? Ok. Donc, je t'entends bien. Okay. Donc, je disais que j'aimerais bien, donc, après ce premier mois de navigation, tu nous donnes un peu tes premières impressions, mais avant toute chose, le sujet de la pollution plastique en mer, qu'est-ce que ça représente? Et est-ce que d'ores et déjà, dans les premiers plastiques que vous collectez, vous trouvez des objets ou du plastique qui soit lié au textile? Alors, en fait, le gros problème de la pollution plastique de l'océan, c'est que contrairement aux idées reçues, une fois que le plastique a été déversé, une fois qu'il est mis dans l'océan, c'est trop tard. Donc, il n'y a quasiment rien qui flotte à la surface, contrairement aux idées reçues. Moins d'1% à l'échelle de la planète, donc de 70%, parce que l'océan, c'est 70% du globe. C'est la planète. Donc, en fait, le plastique, le nettoyage de l'océan, c'est vraiment une vision assez faussée. Spectaculaire.
problème. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nettoyer l'océan. Pourquoi? Parce que le plastique, il est au fond de l'eau. Il est au fond où il est dégradé en petites particules. Donc en réalité, quand on navigue, on ne voit pas d'île de déchets, on ne voit pas de plastique. Et donc nous, on a beau avoir un bateau, on n'a pas de filet derrière pour pêcher du plastique parce que ça n'a aucun sens. Ça marche très bien médiatiquement, mais ça n'a aucun sens en termes d'impact. Et donc, on n'a pas du tout d'action en mer. On a vraiment une action qui est concentrée sur les villes côtières. Donc, c'est des plastiques qui se retrouvent en décharge. Ce sont des décharges sauvages. Là, on était au Liban. C'est des montagnes de 50 mètres de haut au bord de la mer qui sont alimentées par les camions de la ville et qui se déversent dans l'océan. La réalité de la pollution, elle est là et c'est là où on peut agir. Et effectivement, on retrouve quand même pas mal de textiles en décharge. Et Des vêtements, en fait, tu veux dire des vêtements de vêtements. Alors, ça, c'est une des pollutions, on va dire, par les macro-déchets, on retrouve. Après, il y a tout ce qui est micro-déchets, donc c'est les plastiques qui arrivent déjà sous forme de microparticules par les machines à laver, entre autres. Mais en tout cas, sur les déchets que tu retrouves par exemple, au Liban, à Beyrouth, j'imagine bien évidemment des bidons, des bouteilles, etc. Enfin, tous les objets plastiques assez classiques, mais aussi des vêtements qui font partie de ces décharges sauvages. Ouais, complètement. En fait, tous les déchets, que ça soit du bois, du métal, de l'aluminium, des canettes, du plastique, des vêtements, tout ça, ça se retrouve au même endroit. Il n'y a absolument pas de tri, c'est complètement inexistant. Donc, c'est vraiment tous les déchets que produit l'humanité dans beaucoup de pays finissent au même endroit, dans des décharges sauvages et donc derrière dans la nature, dans l'océan. Sachant que ce n'est pas une responsabilité des pays du Sud versus une irresponsabilité des pays du Nord, parce que les pays du Nord ont tendance à envoyer leurs déchets aussi, etc. Donc, en fait, tout ça est complètement… Enfin, le maillage et l'association, elle existe. Il faut traiter les problèmes aussi bien au Nord qu'au Sud. Mais donc, là, en arrivant à Beyrouth, c'est votre première expérience terrain. Comment ça s'est passé? Comment tu as ressenti? Enfin, quels sont les premiers retours d'expérience? On a été vraiment… Alors, ce n'est pas la première expérience terrain parce qu'à côté du bateau, on a quand même des équipes qui partent installer des micro-usines. Donc, on a déjà, en fait, on développe des micro-usines clés en main dans des containers pour permettre à ces entrepreneurs de lancer une usine de recyclage de zéro. Et donc là, on a déjà commencé à travailler en Guinée, à Conakry. C'était vraiment impressionnant de voir aussi ces montagnes de déchets enfumés. Au Togo, là, on a une personne de l'équipe qui est en ce moment à Djibouti pour étudier la mise en place de la gestion des déchets dans la ville de Obok en lien avec l'ONU. Et donc, on a quand même pas mal de retours. On commence à avoir pas mal de retours maintenant de terrain. Et ça nous conforte vraiment dans l'idée qu'il y a un besoin énorme. On a de plus en plus de demandes. Il y a énormément en fait, d'entrepreneuriat. Donc, nous, on se concentre vraiment sur une échelle très bottom-up, donc de l'entrepreneur local qui va agir à petite échelle, en circuit court, mais qui va être moins impacté par la corruption, les problèmes de politique et autres. Et c'est vrai qu'au Liban, ça, c'était très fort. On se rend compte que dès qu'on passe à une certaine échelle, on a rencontré Raymond Mitry, qui est un entrepreneur, inventeur, qui a développé une usine, ça fait des années, qui lui a quand même coûté 10 millions d'euros. Et donc, c'est une usine qui est pensée pour traiter des déchets ménagers d'une municipalité. Donc, il y a une échelle qui commence à être un peu politique. Ben, son usine, elle est bloquée aujourd'hui. Il n'a pas les autorisations à cause de la corruption. À cause de la corruption, parce qu'aujourd'hui, la gestion des déchets rapporte à quelques personnes. L'argent public, finalement, se retrouve dans les poches de quelques personnes. Et donc, tout le monde a intérêt, en tout cas, les gens qui travaillent aujourd'hui de cette manière ont intérêt à ce que le problème continue. Parce que ça alimente leur propre c'est ça. Et donc, c'est pour ça que du coup, le traitement de ces déchets à petite échelle et une échelle privée, mais d'un entrepreneur local, c'est un modèle qui a l'air de bien fonctionner et qui est porteur de beaucoup d'espoir.
Puisque ce problème de corruption, tu le retrouves ailleurs dans les autres pays, en fait, j'imagine. On le retrouve forcément, et si ce n'est pas des problèmes de corruption, c'est des problèmes de gouvernance, de législation qui font que tout prend beaucoup de temps et tout est très compliqué quand on commence à changer d'échelle. Il y a des histoires même de logistique, de tout simplement juste organiser la collecte des déchets dans les rues, c'est très compliqué dans beaucoup de pays, dans beaucoup de villes qui n'ont pas été forcément conçues, où les rues sont tout simplement pas assez larges pour faire passer un camion. Donc tout ça, c'est des problématiques qu'on découvre au fur et à mesure et qui expliquent la situation actuelle, qui expliquent pourquoi dans la majorité des pays du monde, le traitement des déchets est quasiment inexistant encore aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que d'un côté, on voit tous les problèmes qu'il peut y avoir au Liban, par exemple, mais de l'autre, on voit aussi les entrepreneurs qui existent déjà et tous les gens qui sont très, très motivés pour faire quelque chose et lancer des initiatives. Et il y a énormément d'ingéniosité. Dans ces pays sous contrainte, c'est là où on innove le plus. Et donc, en fait, d'un côté, c'est désolant de voir la situation politique et les infrastructures en place. Mais de l'autre, on a été surpris, vraiment agréablement surpris de voir tous ces entrepreneurs, tous ces gens qui se donnent au quotidien et qui ont monté déjà des initiatives incroyables. Tu peux nous donner un exemple? On en a, l'objectif du bateau à chaque fois, c'est d'avoir une dizaine d'entrepreneurs qui viennent à bord du bateau et on organise un programme d'incubation avec eux. Donc pendant 2 semaines, ils viennent, on leur apporte un peu de connaissances, on apprend aussi beaucoup de ce qu'ils font et on les met en contact avec tout l'écosystème local pour faire en sorte de les aider à monter en compétences et à mettre en place des centres de recyclage. Et donc là, par exemple, on a rencontré Georges Bittard qui a monté Live Love Recycle à Beyrouth. Alors lui, quasiment tous les gens qu'on a incubés, qu'on a rencontrés, ils font de la collecte et du tri, mais ils font pas de transformation. Donc ils s'arrêtent vraiment à collecter les déchets et ensuite ils essayent de les revendre tant bien que mal, ce qui est pas simple parce que un déchet qui est juste collecté, trié, il n'a pas beaucoup de valeur. Donc tout l'enjeu, c'est de le transformer pour monter dans la chaîne de valeur. Et Georges, donc pour vous donner un exemple, lui, il a réussi un peu à révolutionner la collecte à Beyrouth puisqu'il a monté une application qui permet aux gens de s'inscrire et de signaler quand ils ont suffisamment de déchets recyclables. Donc, ils font le tri à la maison. Il a un réseau de collecteurs par scooter électrique qui se déplacent dans les quartiers pour collecter au porte-à-porte. Donc, les gens, finalement, ils y gagnent parce qu'ils n'ont pas à descendre les poubelles, tout simplement. Il y a des systèmes de cashback aussi où ils peuvent gagner un petit peu d'argent en donnant leurs déchets recyclables. Et derrière ces déchets, donc lui, il a vraiment réfléchi à toute la logistique avec une application. Il a 6 centres, des sortes de boutiques de quartier qui agissent un peu comme des grossistes et donc ils récupèrent les déchets des collecteurs. Et une fois que ces boutiques sont remplies, à peu près 500 kilos, il a un camion qui passe, qui récupère les déchets dans la boutique et qui les amène dans son centre de tri. Et là, dans son centre de tri, il trie les déchets, il les compacte et il les revend sous forme de balles. Les balles qu'on a vues à l'arrière du bateau tout à l'heure, c'était ça. C'est des balles de plastique qui viennent de chez Georges. Et donc ça, c'est intéressant parce que les déchets sont très, très propres par rapport à ce qu'on pourrait récupérer une fois qu'on se retrouve dans la décharge. Donc ça a vraiment un double avantage. On évite la logistique des camions, la mise en décharge, on a des déchets qui sont plus propres. Il fait vivre 60 personnes quand même. Bien. Donc c'est un modèle qui est très intéressant et qu'on aimerait bien voir se répliquer ailleurs. Alors, une fois que les gens sont venus, donc ils sont formés pendant 2 semaines en incubation sur le bateau. Donc, vous êtes une vingtaine de personnes pour faire vivre le bateau, mais aussi, j'imagine, pour transmettre. Comment est-ce qu'il y a un procédé pour dupliquer potentiellement ces initiatives? Alors, on a un peu deux étapes, on va dire. La première étape, c'est l'escale, donc qui permet de fédérer l'écosystème du pays, à la fois les entrepreneurs qui veulent agir et monter une initiative, mais aussi
des potentiels investisseurs ou des gens qui peuvent avoir du terrain, par exemple. Donc, tout ce réseau-là qui est intéressé par le recyclage dans le pays, on le fédère autour d'une communauté qui grandit d'escale en escale sur une plateforme qui permet d'échanger des bonnes pratiques, de mettre en relation les gens, de mettre en contact avec des financeurs, les entrepreneurs qui en ont besoin. Ça, c'est la première étape, on va dire, d'incubation qui permet de faire émerger des projets une fois que les gens sont à maturité. Et les porteurs de projets ont les financements, ont le terrain, les bons contacts, ont créé leur entreprise, etc. Derrière, on développe donc ces systèmes d'usines clés en main. Et donc, pour les porteurs de projets qui sont prêts, on construit des usines dans des containers qu'on commence déjà à déployer. Comment ça vous construisez des usines? Comment ça vous construisez? Acheminer un peu partout, faire construire localement si c'est possible, pour vraiment passer de l'idée ou de la collecte à la transformation. C'est quoi des usines des micro-usines en container? Tu m'as entendu? Je crois qu'on a été un petit peu coupé. Tu peux nous expliquer c'est quoi une micro-usine container? Alors, c'est donc dans un container maritime, on va avoir les différentes étapes du recyclage. On va avoir un broyeur, une extrudeuse qui permet de faire fondre le plastique, une presse qui permet de mouler ce plastique pour en faire un objet. Toutes ces machines, elles sont déjà installées, elles sont câblées aux normes et elles sont prêtes à être utilisées. Le container est électrifié, on peut imaginer avoir des panneaux solaires ou un groupe électrogène en fonction des possibilités. Et ce qui fait qu'on a juste à trouver un terrain, on installe le container et l'entrepreneur peut lancer son usine. Et un container comme celui-ci, il peut traiter quel volume? Ça traite entre 100 et 200 tonnes par an. 100 et 200 tonnes par an, d'accord. Et alors, une question, c'est comment vous financez, enfin, comment vous êtes financé? Parce que là, il y a donc le projet, c'est de voyager, d'aller dans 30 escales sur 3 ans, si je me souviens bien, donc autour du monde. Mais comment vous êtes financé? Et by the way, comment est-ce qu'on peut vous aider? Comment on peut soutenir, etc. Encore une fois, donc dans l'industrie textile, il y a bien évidemment la partie de vêtements qui sont issus, qui sont traités ou réalisés avec des sources plastiques, polyester, etc. Mais il y a également, et c'est par exemple un groupe de travail sur lequel on œuvre, qui est les cintres et les polybags plastiques. Il y a Monsieur Le Tourneur de la Fédération des Pressings qui est avec nous aujourd'hui. Il y a des énormes volumes de plastique. Donc, on a une responsabilité, le secteur en est parfaitement conscient. Comment on peut aider, puisque c'est en fait une initiative que tu représentes, qui est une initiative d'économie frugale, mais extrêmement opérationnelle, terrain, pour aller à la fois prendre conscience, même si c'est des petits volumes, mais c'est entre guillemets, une politique des petits pains, entre guillemets. Et est-ce qu'on peut financer un container, 2 containers, 10 containers? Comment on peut vous aider et comment vous êtes financé à date? Alors, toute la partie expédition, formation des entrepreneurs, donc sur ces 3 ans qui vont faire émerger près de 300 entrepreneurs, 300 initiatives minimum, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Tout ce volet-là est financé par des sponsors. On a une vingtaine de grandes marques aujourd'hui qui permettent de financer l'expédition, l'exploration et toute la formation des entrepreneurs. C'est la base de l'action. Il nous reste encore quelques places, il nous manque encore 20% du budget sur l'expédition. C'est-à-dire combien? Il nous manque encore environ 600 000 euros par an. D'accord. C'est un budget de 12 millions d'euros en total sur 6 ans. Mais il nous manque à peu près 600 000 euros par an pour mener à bien l'expédition. Et donc ça, c'est vraiment du sponsoring. C'est des partenariats en communication avec de la visibilité, avec du contenu, un peu à l'image de ce qui se fait dans la course au large. Et en parallèle de ça, on a aussi toute l'action, donc ces containers qu'on installe, où on a aussi quelques financeurs qui financent les premiers projets pilotes.
Sachant qu'à terme, l'idée, c'est pas de fonctionner sur un modèle de don, de donation pour ces usines, puisqu'elles sont rentables. L'idée, c'est plutôt de fonctionner sur un modèle de microcrédit ou d'investissement à impact pour faire en sorte d'être dans un modèle plus vertueux que celui de donner une machine, puisque il y a un modèle économique, le retour sur investissement, il est d'environ 2 ans. Donc, on préfère, pour maximiser l'impact et passer à l'échelle, fonctionner sur un modèle plus classique d'investissement pour ces entrepreneurs. Mais les premiers projets pilotes vont être subventionnés quand même. D'accord. Et c'est combien, par exemple, sur un premier projet pilote, en fait, il y a les 600 000 euros par rapport aux sponsors à aller trouver par an, mais potentiellement, si par exemple, est-ce qu'un individu, est-ce qu'une association, est-ce qu'une marque peut dire, ben, moi, je suis prête à financer, alors je ne sais pas combien coûte un container, mais est-ce qu'on peut imaginer cette politique aussi d'investissement de petit pain? Ça peut aussi, les containers, ils vont être situés en fonction des technos, des process, entre 60 000 et 100 000 euros. Okay. Donc, ça reste des investissements qui sont… C'est un peu au-delà du microcrédit, hein, mais certains appellent ça du mésocrédit, mais ça reste un financement qui est accessible pour une usine. Bien sûr. Absolument. Alors, je veux pas t'accaparer uniquement, parce que je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir envie de te poser des questions. Donc, je vais laisser un peu la parole. Je ne sais pas qui a envie de se lancer pour peut-être poser une première question. N'hésitez pas, hein, soyez pas timide, s'il vous plaît. Allô, allô? Non, personne? Je vois Sophie, Pierre, Moni, Léa, Julia. Ils sont timides. Moi, j'avais juste une question sur le ramassage, Simon, quand vous arrivez à quai, est-ce que c'est déjà, dans certains pays, c'est déjà organisé ou est-ce que vous devez tout prendre à zéro pour faire démarrer l'aventure? Alors, on a un besoin qui est assez faible en déchets puisqu'on fait juste de la démonstration à bord du bateau. Donc, on vient récupérer quelques balles de plastique par escale, donc ce n'est pas un gros défi. Le défi, c'est plutôt après, pour les entrepreneurs locaux qui vont émerger, d'arriver à se sourcer en déchets correctement. Mais à partir du moment où finalement on donne un prix au déchet, il est collecté. Il est déjà bien collecté, mais soit par des initiatives comme Georges qui a un réseau de collecte avec une application, soit par des collecteurs. Donc c'est pas tant le problème, la collecte, à partir du moment où ce déchet-là, il vaut quelque chose. Et ça, le vrai défi, c'est donner un prix. Quelles vont être les prochaines étapes et notamment, est-ce qu'il y a des zones ou des escales où tu te dis, non, on va tomber plus particulièrement sur du textile plastique ou pas? Alors, les prochaines escales, donc là, on est en Égypte, on va continuer jusqu'au Maroc, donc faire le tour de la Méditerranée pour ensuite aller en Afrique de l'Ouest jusqu'en Guinée-Conakry et ensuite rejoindre l'Amérique du Sud. Mais effectivement, je pense que l'Afrique, de ce que j'ai pu voir et comprendre, récupère quand même énormément de vêtements qui ne sont pas forcément d'ailleurs les vêtements les plus durables et donc qui finissent souvent dans les décharges parce que personne n'en veut. Ils sont pas en état. Ouais. Et donc, j'ai l'impression, et peut-être qu'on en verra partout, mais j'ai l'impression que l'Afrique va être donc les prochaines escales vont être assez riches en vêtements en textile, je pense. Oui, à mon avis, oui. Ce serait intéressant de pouvoir continuer justement les discussions en ce sens, en fait, ensemble, parce qu'il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur ce qu'on appelle la REP, en fait, le cahier des charges pour de l'éco-organisme pour traiter et améliorer tout le recyclage et tout le traitement la fin de vie, que ce soit la réparation, la redistribution, etc., des vêtements et leur recyclage. Il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là. Est-ce que tu es tombé aussi sur des cintres en plastique? Est-ce que tu as vu des cintres en plastique? Alors, c'est intéressant parce que on a quelques initiatives, notamment au Caire, des recycleurs qui fabriquent des cintres en plastique.
à partir de déchets. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose qu'on voit assez régulièrement, ce besoin de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas fabriquer des cintres plutôt en déchets qu'en plastique vierge. Et au Liban, pareil, on a un entrepreneur qui nous disait qu'il avait déjà un client qui était capable de lui acheter énormément de cintres. Donc, ça peut être un bon débouché. Après, en termes de déchets, forcément, on en trouve peut-être pas autant que les emballages alimentaires ou autres en quantité. Mais forcément, on en retrouve aussi en décharge. Ouais, ce sera peut-être un sujet qu'on pourra plus tard rediscuter ensemble avec l'équipe. Je pense à Julia qui est présente ce matin de Make.org dans le cadre de la grande cause environnement. Tu sais, on lutte donc pour réduire cette pollution des cintres et des polybags plastiques. Mais il y a peut-être quelque chose à expérimenter justement pour les cintres et voir à partir de déchets si on peut refabriquer. Je mettrai dans la boucle, on organisera peut-être une réunion avec l'équipe de Trio et qui traite les déchets en France, les déchets des cintres plastiques. Et je pense qu'il y aura peut-être des choses, je pense à Moni pour le bon marché qui est là aussi, peut-être qu'on pourra imaginer des possibles solutions. Personne ne veut prendre la parole, je suis toute seule à parler avec Simon, je veux bien, mais il n'y a aucun souci. Mais... Ah, Léa, merci. Alors, Léa. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage, c'est extrêmement intéressant. Donc moi, je fais partie d'un cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone et donc on ne produit pas directement de déchets plastiques, mais néanmoins, je m'interroge sur la manière de sensibiliser au mieux les collaborateurs sur justement toute cette pollution en mer. Est-ce que vous auriez des messages clés que nous pourrions, nous, redistribuer en interne finalement pour bien sensibiliser les collaborateurs qui contribuent en tant que consommateurs à tous ces déchets? Je crois que la première étape, c'est de comprendre ce qui se passe. Et comme on est entouré de fake news, c'est toujours difficile de passer les bons messages. Et donc, les gens qui ont envie de s'engager et d'agir souvent se trompent de combat juste parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les infos sur déjà quel est le problème. Donc, on a mis en ligne. Ça peut être une bonne première étape de comprendre déjà finalement que le problème du plastique dans l'océan, c'est pas d'aller nettoyer le plastique. Donc ça, c'est un dossier que je pourrais partager, qui est en ligne sur le site de Plastic Odyssey, sur les fake news. Donc c'est intéressant d'arriver à déjà bien saisir l'enjeu. Et ensuite, de comprendre que le recyclage, c'est bien. On a énormément de déchets. Tu m'entends pas, Isabelle? Ouais, ça a coupé un peu. Là, je pense qu'il y a des interférences avec le vent. Est-ce que tu peux... Ah, ça a dû. Ouais, si tu peux reprendre... Tu m'entends? Ouais, là, c'est mieux. Si tu peux reprendre ta réponse, on l'a pas bien entendu. Tu m'entends? Ouais. Désolé, ouais. Vous avez entendu quelque chose ou pas du tout? Non, il faut que tu reprennes ta réponse en entier, excuse-moi. Okay. Alors, non, je disais que c'est déjà la première étape, c'est de comprendre le problème de pollution plastique. Et comme on a beaucoup de fake news, on est entouré de fake news, c'est difficile d'avoir les bonnes infos et on a envie de s'attaquer, par exemple, au nettoyage de l'océan, alors que ce n'est pas forcément là où il faut agir. Donc, on a fait un dossier basé sur toutes les études scientifiques qui expliquent, qui vulgarisent déjà le problème. Donc, ça, je pourrais vous l'envoyer. C'est un dossier sur les fake news de la pollution plastique pour bien comprendre l'enjeu. Et derrière, ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'effectivement, le recyclage, c'est nécessaire pour tout le plastique qu'on a produit, mais ça ne résoudra pas tout et qu'il faut réduire la consommation au maximum de plastique. Je pense que c'est le message, en tout cas, qu'il faut passer à tout le monde, mais en particulier aux pays les plus riches comme la France, qui consomment énormément de plastique. Donc, je ne vous ai pas fait la totalité de nos actions, mais on a 4 personnes à temps plein sur le bateau qui s'intéressent uniquement à la réduction du plastique. Donc, plutôt via la sensibilisation grand public, via l'éducation auprès des enfants. On a tout un programme pédagogique sur la réduction et des recherches en sciences sociales pour comprendre comment faire changer les comportements dans tous les pays où on va. Donc, l'axe réduction est très important aussi. Et c'est vrai que c'est primordial si on veut réussir à résoudre ce problème durablement.
Léa, dans la conduite du changement et dans du mécénat de compétences, peut-être que, peut-être que Plastique Odyssée et avec Simon, je vous mettrai en relation, mais il y a peut-être des choses intéressantes à faire. Weston était un spécialiste de la conduite du changement, Simon. Donc, il nous aide notamment sur tout un travail que l'on fait autour des colis réutilisables et ils sont très, très bons dans ce sens. Donc, ça peut être intéressant. Anne, Avec grand plaisir. Anne-Sophie, en fait, nous pose une question aussi, mais par écrit, qu'elle ne peut pas communiquer là, par téléphone, enfin, de vive voix. Elle dit, pensez-vous que donner un prix au plastique ne puisse avoir un effet négatif au long terme, à savoir ne pas arrêter ou à minima diminuer sa production? Rendre en fait le plastique Alors, je ne pense pas du tout. Pas du tout, dans deux grandeurs. Aujourd'hui, pour vous donner des chiffres, l'humanité a produit 6 milliards de tonnes de déchets plastiques. Et il nous en reste en héritage sur les bras à l'heure actuelle environ 5 milliards de tonnes. Donc, si on arrête aujourd'hui la production de plastique, on en a pour des décennies et des décennies à gérer cet héritage-là. Donner un prix aux déchets à une échelle, à une petite échelle, une échelle de l'entrepreneur qui va traiter 100 à 200 tonnes par an, il faudrait énormément d'usines et énormément d'années avant de créer un appel d'air et d'inverser la tendance. Et donc, théoriquement, si on pousse l'exercice sur très très long terme, on pourrait se dire ça crée un appel d'air. D'un point de vue très réaliste et pratique et terrain, c'est impossible qu'il y ait un appel d'air de créer vu les quantités monstrueuses qu'ils déversent quotidiennement. Mais effectivement, il faut jouer sur les deux tableaux et c'est pour ça qu'on est un peu schizophrène dans l'équipe. C'est qu'on a une partie de l'équipe qui dit comment est-ce qu'on va donner de la valeur aux déchets et une autre partie de l'équipe qui dit comment est-ce qu'on va faire comprendre aux gens qu'il faut arrêter d'utiliser du plastique. Mais malheureusement, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Aujourd'hui, il faut faire les deux en même temps vu la situation actuelle. Est-ce qu'il y a Sophie Hersant de Vestiaire Collectif qui dit et qu'elle témoigne aussi sur les déchets textiles au Ghana et elle ne peut pas ouvrir là aussi son micro, mais elle dit il y a beaucoup de choses à faire en fait là aussi au Ghana. Il y a je sais pas si tu connais la Fondation OA, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours. Donc je pense qu'il y a peut-être là aussi nous là où on peut peut-être aider, hein, c'est-à-dire à la fois diffuser, participer, comme tu le dis, à lutter contre les fake news, parce que ça, c'est un sujet qu'on rencontre tous et qui est énorme et qui complique aussi notre travail aux uns et aux autres et l'efficacité pour la réduction des impacts, puisqu'on on a face à nous une désinformation absolument colossale, volontaire ou non volontaire, enfin, peu importe, mais peut-être aussi que sur les futurs pays, les futures escales, peut-être que nous, dans notre coalition, enfin, au sein du mouvement, on peut peut-être regarder si on a des interlocuteurs sur place qui puissent, au niveau du textile, vous aider ou vous mettre en relation. Je ne sais pas si ça peut être utile pour vous. Si, complètement, parce que nous, on cherche aussi à chaque fois à trouver à la fois des entreprises qui produisent du déchet, donc du gisement, pour les entrepreneurs locaux, et à la fois des entreprises qui auraient besoin de produits en plastique recyclé. On parlait des cintres, ça peut être autre chose, mais donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là de fédérer des acteurs qui sont présents dans les pays qui nous intéressent, même ailleurs, pour faire partie de cet écosystème et mettre en place ces initiatives. De même, tu parles, si vous avez un programme pédagogique, et d'ailleurs, je fais juste une petite aparté sur votre site internet, qui notamment sur la lutte contre les idées reçues est très bien fait. Donc, j'invite chacun à aller regarder le site internet de Plastique Odyssée. Mais est-ce que tu peux nous parler du programme pédagogique et est-ce qu'il peut s'adresser à des étudiants en école de mode? Il y a Caroline Bouquin qui est parmi nous, qui est de S-Mode. Pardon, Caroline, je fais une erreur, mais on travaille beaucoup avec l'Institut français de la mode, avec Modart, enfin, Dauphine, etc. Plusieurs écoles, et je ne suis pas sûre qu'ils soient totalement au courant, si tu veux, et ce qui pourrait être intéressant de leur faire une initiation en immersion ou pas. Est-ce qu'ils sont trop vieux pour être formés? Alors, c'est vrai que le programme pédagogique, c'est 8-15 ans. Ok. Et on a quand même du contenu qui est accessible à tout le monde et qui n'est pas uniquement dédié aux enfants. Et notamment, on a un Polar Step qui permet de suivre l'expédition qu'on rencontre
sur lequel on va mettre de plus en plus de contenu. Et tous les mois, on va faire une visio pour débriefer un peu de l'escale. Donc, on va mettre en ligne de plus en plus de contenu sur les initiatives qu'on rencontre, à la fois de recyclage, mais aussi beaucoup de réduction et d'alternatives. Donc, ça peut être une bonne base de données pour n'importe qui, y compris les étudiants. D'accord. Mais je pense qu'on sera, en fait, on a eu notre conseil d'administration hier et c'est juste Laure et Sophie au sein du conseil d'administration qui sont présentes ce matin. Mais on sera ravis aussi, si tu veux, sur les 3 ans, de relayer, de suivre, etc. Je pense que c'est très important. On croit beaucoup en l'économie frugale également. Il y a ce besoin, enfin, comme tu le sais, étant plus que convaincu, encore plus que moi, bien évidemment, de cette nécessité de passer par, voilà, c'est la théorie des colibris, hein, mais il faut commencer par petit, etc., et sur du terrain pour absolument essayer de faire augmenter aussi là, les prises de conscience. Et donc, on sera ravis de le faire. Et encore une fois, est-ce qu'il y a aussi sur les pollutions textiles, est-ce que tu manques d'informations? Est-ce que tu as besoin de données? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut vous alimenter, etc., au-delà des aspects sponsoring ou financement, et des aspects de documentation et d'information? Je pense notamment donc le programme de recherche en sciences humaines qu'on mène. Pour vous expliquer un petit peu, ça s'appelle Déviation. Il y a un site dédié aussi qui s'appelle Déviation et qui réunit une dizaine de chercheurs en sciences humaines et sociales pour comprendre pourquoi on consomme du plastique et comment on pourrait faire différemment. Donc, on va thématiser les escales. Donc, chaque escale, on va prendre un déchet en particulier et creuser vraiment toute la chaîne de production jusqu'à la consommation. Donc, peut-être ça pourrait être intéressant de réfléchir sur une des escales à la mode et au textile. Donc, peut-être, je ne sais pas si vous avez des idées du pays qui serait le plus pertinent, mais, et des contacts locaux, mais ça pourrait être de cette manière. Écoute, je pense que sur l'Afrique de l'Ouest, effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est une des destinations, comme tu le dis, où il y a le plus de déchets textiles, qui n'est pas considéré comme du déchet. Donc, justement, c'est toute l'ambiguïté. Mais on peut parfaitement réfléchir à ça pour travailler ensemble sur, je pense, ce serait extrêmement intéressant. Laure, je parle sous ton contrôle et Sophie aussi, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Laure, tu as ouvert ton micro, donc… Oui, absolument. J'allais répondre par écrit, mais oui, absolument. Au contraire, hein, c'est un sujet qui nous tient à cœur, nous, donc, et qui est suffisamment vaste pour qu'on puisse effectivement commencer par de l'expérimentation sur un pays ou un produit. En fait, là aussi, si tu veux, Simon, de la même manière, en fait, nous, depuis Paris ou l'Europe, on manque quelque part de retour d'expérience réelle sur le terrain. Donc, pour nous, c'est extrêmement aussi intéressant de vous avoir en tant qu'ambassadeur pilote, entre guillemets, ou travailler ensemble dans un centre de partenariat, on discutera de tout ça, mais pour pouvoir voir, en fait, avec vos yeux et comprendre comment ça arrive, entre guillemets, quel est l'état aussi des textiles ou des cintres, ou est-ce qu'il y a des polybags, etc. Je pense que c'est hyper intéressant de pouvoir échanger avec votre vision sur le terrain, mais aussi, puisque vous avez cette technologie en test ou en démonstration sur place, et pourquoi pas également, à l'issue de 2 semaines d'incubation, se dire, bah, tiens, voilà, là, il y a peut-être un besoin, comment on peut soutenir, etc., sur le développement. OK pour toi? Oui, complètement. Bon, il nous reste 10 minutes. Est-ce que tu veux nous présenter un peu le reste de l'équipe, si tu les vois, ou nous faire encore un petit tour du bateau, ou ils sont en train de… Je vais essayer, j'espère que ça capte. Je vais essayer de vous faire un petit tour du bateau. Alors, pardon, oui, Pierre Le Tourneur me demande si on aura les liens. Oui, on enverra les liens ensuite avec le replay quand on partagera tout ça, Pierre, avec Simon. Là, il y en a Zoé qui s'occupe justement du programme de recherche dont je vous parlais. Bonjour Zoé. De la réduction du plastique. Et donc là, on entre à l'intérieur du bateau. Ouais. Donc, la salle principale, qui est la salle on appelle la salle de conférence. Okay. Une partie
de l'équipe. Donc là, on peut voir le mobilier est fait en plastique recyclé aussi. Ok, bravo. Ouais, Et donc, c'est une zone de vie sans plastique. Donc, typiquement, là, l'eau qui n'est pas potable est filtrée. Et donc, tout l'équipage boit de l'eau à la gourde grâce à ces petites fontaines-là. Et ouais. donc, on expérimente vraiment aussi la vie sans déchets plastiques. On a vous pouvez voir les dentifrices solides, le savon, etc. C'est un peu classique, mais cette machine, vous connaissez peut-être aussi Aoum, qui permet de se passer des gobelets plastiques en lavant. Elle est pas branchée, mais elle permet de laver les tasses et donc d'éviter d'avoir du plastique à usage unique. Si on a l'équipe Morgane et Juliette qui s'occupent de l'incubation des entrepreneurs, donc de tout le programme d'incubation dont je vous parlais, de la dizaine d'entrepreneurs qui, à chaque escale, vont être formés aux techniques de recyclage et incubés. Je vais vous emmener faire un tour en passerelle. Anouk, qui est aussi Bonjour, dans l'équipe Anouk. réduction. Bonjour. Et puis là, plutôt donc là, c'est la passerelle de navigation. Donc c'est plutôt la partie équipage avec Magali, notre capitaine. Bonjour. Ah, une capitaine de bateau, bravo. Capitaine du bateau. Si je me souviens bien, c'est comme les chefs d'orchestre, c'est 3% sur les, ou 2% sur les femmes capitaines de bateau. Je dis de bêtises Il y a peut-être. très peu de femmes capitaines. Ouais. Est-ce que tu sais, Magali, combien Moins de 1%. Ah, pardon, j'étais encore au-dessus. Bravo, bravo. Donc là, la passerelle, Waouh. c'est le. Ouais, c'est pas le simulateur de l'école du Havre, hein? Ouais. Ok, c'est super. On va voir la. Ok, bon, j'espère que vous allez pouvoir. Ouais, c'est super. Je sais pas si vous voyez bien, mais Ouais, on voit très bien. Ouais, on absolument. prépare ici la prochaine escale qui sera donc à Tunis. Ok. On voit la route qui est tracée sur la carte électronique. Vous partez quand d'Alexandrie, donc a priori? On part le 24 novembre. Donc ça, c'est la passerelle. En tout, vous êtes 20 à l'intérieur, c'est ça? C'est ça, on est une vingtaine, entre 15 et 20 personnes. Je vais vous présenter Greg, notre super cuisinier. Ah, mais le cuisinier zéro déchet, si je ne me trompe pas. La personne la plus importante. La personne la plus importante du bateau. Bonjour. Bonjour. Et donc, qui a un défi assez complexe, puisque le challenge, c'est de faire de la cuisine zéro défi et végétarienne. Donc, il s'arrache un peu les cheveux, mais il a une expérience en resto Alors attention, là, étoilé, et donc il arrive même à transformer les. On n'entend pas trop. Là, ça coupe un peu, je pense qu'il faut que tu remontes. Ouais, il faut que tu remontes. Ah, c'est bon. Ok. Vous m'entendez encore? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Je vais juste faire ça. Ok, c'est bon. Ça devrait être bon. Donc là, on a donc je vais vous parler de la cuisine, qui est un défi parce que l'idée c'est d'arriver à cuisiner et à convaincre l'équipage qui n'est pas forcément végétarien à la base, mais à réussir à faire de la nourriture sans plastique. Benjamin. Et vous pêchez? Donc c'est un défi. Vous arrivez à pêcher un peu en mer ou pas du tout? On va, ouais, de temps en temps. On arrive à pêcher un petit peu de temps en temps, ouais, quand même. Okay. Ça, c'est le carré, donc c'est la salle à manger, qui est la table est déjà quasiment dressée. On a un service à l'assiette carrément, donc c'est grand luxe. grand luxe avec Greg. Je pense que ça va être difficile de trouver sa relève parce que pour l'instant on n'en a pas, mais ça va être difficile d'arriver au niveau. Bon, c'est les cabines. Mon lit n'est pas fait, mais
Et donc vous êtes 15-20 dans l'équipage. Homme-femme, quelle est la répartition homme-femme et quelle est la moyenne d'âge? Il me semble que vous êtes. On est assez jeunes. C'est vrai que la moyenne d'âge doit être autour de 30 ans, je pense. On a Manu qu'on voyait qui est second capitaine, qui est quasiment à la retraite. Mais sinon, l'équipe est quand même assez jeune. On va dire entre 22 et 40, Manu qui est quasiment à la retraite. Mais bon, ouais, on doit être autour de 30-35 ans de moyenne d'âge. Et on a la parité. On a une équipe complètement à la parité maintenant. Donc ça, c'est super parce que ce n'était pas le cas au début. Et là, ça a pris une bonne tournure. Donc on est content. Super. Et vous accueillez aussi des chercheurs ou des entreprises qui peuvent venir ou moi, je sais que je vais essayer de venir vous faire, peut-être d'ailleurs quand on fera, si on fait quelque chose ensemble, j'essaierai peut-être aussi d'être sur place, même si je n'ai plus l'âge, mais c'est pas grave, hein, je resterai à côté du bateau, je resterai sur le quai. Mais sauf si vous m'acceptez. Mais est-ce que donc vous avez envie de recevoir entre guillemets des délégations, à la fois des chercheurs ou des entreprises et également, by the way, est-ce que vous travaillez avec d'autres initiatives? Je pense à Tara, par exemple, d'autres initiatives de navigation. Alors, on se connaît tous très bien et on s'échange souvent des conseils, notamment sur la préparation des escales. On a une personne qui travaille avec Tara sur la partie éducation, qui travaille avec nous aussi pour notre programme pédagogique. Donc, il y a quand même pas mal de liens. Après, les actions sont différentes parce que eux, c'est de la recherche en mer. Nous, c'est une recherche plus appliquée, c'est de la R&D, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un peu différent. Mais il y a des liens très forts. Et on reçoit de temps en temps des délégations d'entreprise. C'est plutôt réservé à nos sponsors en général. Bien sûr, bien sûr. Certaines entreprises locales qui peuvent être pertinentes pour les entrepreneurs, donc vraiment dans le but d'aider les entrepreneurs qu'on accompagne. Mais sinon, c'est plutôt des délégations des sponsors en général qui peuvent venir à bord, visiter le bateau, voire même faire. On a des partenaires qui vont bientôt venir avec une petite délégation de collaborateurs pour participer aussi à l'escale avec les entrepreneurs à bord du bateau. Donc, il y a des choses qui sont quand même pas mal. Et c'est vrai que tout le monde a un peu envie de venir mettre la main à la pâte, participer, visiter le bateau. Donc, c'est super. C'est super. Là, tu es où? Tu es dans quelle partie? Alors là, je suis dans l'atelier qui est vraiment l'atelier réservé aux ingénieurs pour mettre au point les machines de recyclage, donc construire des nouvelles pièces, prototyper, tester des nouvelles manières de recycler. Donc, on a quelques machines à tour, on a une fraiseuse qui va bientôt devenir une fraiseuse numérique. Donc, on va pouvoir concevoir par ordinateur une pièce et puis directement la fabriquer ici et donc tester directement dans nos machines à bord du bateau. Et ça, je vais vous parler de l'exposition grand public. Ça, c'est notre exposition nomade dans ces malles qui est déployée à chaque escale dans un lieu emblématique. Donc, c'est vraiment l'exposition dédiée à la réduction qui cible le grand public. Et ici, donc, c'est plutôt le bureau technique qu'on appelle le Dry Lab, qui est le laboratoire et bureau pour les ingénieurs. Ça, c'est la technique du bateau et on a quasiment fait le tour. Hein. Et alors, qu'est-ce qui te fait cauchemarder ou qui peut t'empêcher de dormir la nuit? Quelle est ton angoisse ou ton inquiétude que tu peux avoir? C'est quoi est-ce qu'il y en a? Alors, je suis pas trop stressé, donc j'arrive quand même bien à dormir. Heureusement, parce que c'est vrai qu'on a eu tellement de problèmes que il y avait de quoi faire des nuits blanches. Mais c'est vrai que la dernière difficulté, parce que là, la première escale a été incroyable, au-delà de nos espérances en termes d'impact d'entrepreneurs qu'on a rencontrés. Donc, on voit vraiment l'intérêt de cette expédition et l'impact qu'il va y avoir derrière qui va être énorme. La seule dernière difficulté, c'est d'arriver à boucler le budget pour faire en sorte que cette expédition ne s'arrête pas dans quelques mois. Donc, on va dire que c'est la dernière petite urgence, en tout cas, point bloquant. Mais à part ça,
tout s'organise et la demande, on a une demande de plus en plus grande. Donc, c'est super de voir les choses se concrétiser enfin. Bon, bah écoute, Simon, on va arrêter là, mais merci infiniment, c'est vraiment top. Je pense que tu peux compter sur nous pour qu'on puisse être relais, qu'on puisse aider, on va transmettre à nos adhérents, voir de quelle façon on peut effectivement essayer d'aller plus loin. Maintenant qu'on a vraiment repris contact et pu présenter aux uns et aux autres, on va diffuser les replays. Donc, on va partager aussi les documents peut-être, hein, donc à la fois sur bien évidemment le site internet. Tu parlais du document sur la pollution plastique, mais aussi le relais sur les recherches sociales, sur les aspects pédagogiques. Et je te propose qu'avec les équipes et avec nous de notre côté, on mène peut-être une prochaine réunion pour voir quelles seront les prochaines étapes pour avancer conjointement. Mais vraiment, bon, je sais pas si tu vois les messages, mais tu as plein de félicitations et on est ravis je sais pas si on dit un gros merde pardon pour terminer, mais pour la navigation et surtout pour que enfin tu puisses mettre le pied à terre à Alexandrie pour peut-être accéder à la COP. by the way. Merci beaucoup, merci Isabelle d'avoir organisé ça, merci à tout le monde. Bravo en tout cas. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt alors. Ouais, à très vite. Merci, bonne journée. Merci à toute l'équipe. Bye. Ciao. Ciao.